avec cette nouvelle vidéo. En fait, c'est une capsule dans laquelle on va essayer de rectifier une erreur qu'on a détectée lors de la réalisation de la série 4, notamment le corrigé de la série 4, en particulier, donc l'exercice 4. Et c'est pour cela donc j'ai insisté à refaire cette série avant de vous aider à détecter cette erreur et de la corriger ensemble. Donc soit une économie à trois secteurs dont les données globales les plus significatives sont représentées comme suit. Nous avons la consommation bien sûr qui s'écrit 0,6 égalité le revenu disponible plus 500. L'investissement étant une variable exogène et fixe, donc qui s'élève à 1150. La fonction des recettes fiscales s'écrit 0,1 y plus 250. Les dépenses publiques sont fixes, exogènes 800. Les transferts étant considérés comme nuls. Donc première question consiste à calculer le revenu d'équilibre de cette économie par la méthode globale. Donc la méthode globale, comme vous savez, donc consiste à chiffrer donc les composants de la demande globale dans cette situation. Donc c'est la consommation, l'investissement et les dépenses publiques. On place donc la consommation, l'investissement et les dépenses publiques par leur valeur. Donc 0,6 égalité plus 500 plus 1150 plus 800. Donc il faut donc tenir compte des recettes fiscales pour passer de revenus disponibles au revenu. Pour cela, donc, il faut soustraire les recettes fiscales. Donc 0,6 facteur y moins t plus tr. D'accord. Donc on va essayer de simplifier ensemble cette écriture donc pour déterminer finalement la fonction de la demande globale qui s'écrit 0,54 y plus 2300. D'accord. Donc à l'équilibre bien sûr. Le revenu global étant égal à la demande globale, donc y égale 0,54 y plus 2300, pardon. Donc on va essayer donc de calculer la valeur du revenu d'équilibre. L'équilibre bien sûr spontané entre la demande globale et le revenu global. Donc on aura en fin de compte donc un revenu global, un revenu d'équilibre qui s'élève à 5000. Voilà donc pour la première question, donc il suffit donc d'écrire les éléments qui constituent la demande globale dans cette situation, c'est l'investissement, la consommation et les dépenses publiques, remplacer chaque élément par sa valeur et puis il faut calculer donc le revenu d'équilibre spontané de cette économie. Voilà donc l'équilibre atteint un niveau de revenu qui s'élève à 5000. Voilà. Donc on va essayer maintenant d'essayer donc de tester donc les conditions d'équilibre de ce modèle, à savoir les emplois et les ressources. Donc les emplois de cette économie correspondent à l'investissement privé, l'investissement public, c'est-à-dire les dépenses publiques. Les ressources donc sont constituées de l'épargne et des transferts nets. Bien sûr, transfert net, pardon, c'est les recettes fiscales nettes de transfert. Donc calculons d'abord les recettes fiscales nettes de transfert et l'épargne. Donc nous avons déjà calculé donc le revenu d'équilibre. On va essayer de remplacer dans la fonction de P y par 5000 et on calcule donc le niveau donc des recettes fiscales puisque les transferts sont considérés comme nuls. Donc les recettes fiscales s'élèvent à 750. Donc le revenu disponible dans cette situation, c'est 5000 moins 750 égale 4250. Pour cela, on peut calculer donc l'épargne. L'épargne, c'est le revenu disponible moins la consommation. D'accord. Donc nous avons déjà la fonction de la consommation qui s'écrit 0,6 YT plus 500. Donc remplaçons YT par sa valeur qu'on a calculée tout à l'heure de 4250 et puis on calcule l'épargne. Donc on aura une épargne qui s'élève à 1200. Donc l'investissement plus la dépense publique c'est 1150 plus 800 égale 1950. Les ressources de cette économie, c'est-à-dire les recettes fiscales nettes au transfert plus l'épargne, c'est 750 plus 1200. On aura 1950. On peut donc dégager un équilibre entre les emplois et les ressources de cette économie. Voilà. Donc la nature de l'équilibre précédent, sachant que le revenu de plein emploi est de 5750. Donc bien sûr ici, nous avons déjà calculé la fonction de la demande globale. Il suffit de remplacer le revenu par sa valeur de plein emploi et pour déterminer la demande globale de plein emploi correspondante. Donc la demande globale qu'on a déterminée tout à l'heure, c'est 0,54 y plus 2300. Donc remplaçant y par sa valeur de plein emploi, on aura donc finalement une demande globale de plein emploi de 5405. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc on peut remarquer que la demande globale de plein emploi est inférieure par rapport au revenu de plein emploi. Ça c'est la première remarque. Cela permet de dire qu'il y a un écart déflationniste. Un écart déflationniste, c'est-à-dire qui correspond toujours à un équilibre de sous-emploi qui nécessite l'intervention de l'État à travers une politique de relance. D'accord. Donc l'offre globale de plein emploi, c'est-à-dire 5750, étant supérieure par rapport à la demande globale de plein emploi 5405, ce qui donne lieu à un écart déflationniste de 345. Mais par conséquent, on peut dire qu'il y a un équilibre de sous-emploi. Dans ce cas, donc l'État doit mener une politique de relance afin de stimuler l'activité économique pour
atteindre le niveau de plein emploi. Donc, politique de relance, donc la première possibilité pour l'État, c'est agir sur les dépenses publiques. Donc, on sait déjà que la fonction du multiplicateur Kg qui s'écrit, donc delta Y égale Kg plus delta G. Donc, avec Kg, c'est 1 moins C, 1 divisé par 1 moins C plus CT. Donc, C, c'est la propension marginale à consommer. Bien sûr, T, c'est le taux marginal d'imposition. Donc delta y sur le Kg donc permet de calculer donc directement delta g. Donc il suffit de tout simplement donc delta y c'est la différence entre le revenu de plein emploi et le revenu d'équilibre, c'est-à-dire 7750 moins 5000 divisé par Kg, ça va donner donc 3450. Vous remarquez bien que delta g correspond à l'écart qu'on a calculé tout à l'heure. Donc une augmentation des dépenses publiques de 345 permet donc d'éponger l'écart déflationniste calculé tout à l'heure. Voilà, donc les dépenses publiques doivent augmenter de 345 pour atteindre le niveau de plein emploi. On peut maintenant agir sur les recettes fiscales T. Là, c'est l'erreur qu'on a commise donc, dans la série initiale. C'est pas une erreur en fait, mais c'est une erreur seulement au niveau de la frappe. La version initiale, c'était ici T, mais c'est pas correct, donc il faut faire attention. Donc le multiplicateur des recettes fiscales s'écrit KT donc égale moins C divisé par 1 moins C plus 7 et non pas moins T divisé par 1 moins C plus 7. Par contre, pour cette erreur qui a échappé dans notre attention, donc c'est une erreur au niveau de la frappe, mais les calculs étaient corrects puisque j'ai remplacé donc dans la formule moins par la valeur de la propension marginale à consommer et non pas par le taux marginal d'imposition. Donc retenez bien cette formule là, donc moins C divisé par 1 moins C plus CT. Donc en remplaçant donc delta T c'est delta Y divisé par KT, donc on remplace chaque élément par sa valeur. C c'est la propension marginale à consommer, T c'est le taux marginal d'imposition, donc delta Y c'est la différence même bien sûr le revenu d'emploi et le revenu d'équilibre et le revenu de plein emploi. Donc vous aurez finalement donc delta T qui s'élève à moins 575. Voilà, donc les recettes fiscales donc, doivent baisser de 575 pour aboutir à l'équilibre de plein emploi. Voilà. Donc par conséquent, on aura une nouvelle fonction des recettes fiscales. Donc c'est la fonction des recettes fiscales initiales moins la variation. D'accord, donc vous aurez 0,1y plus 250 moins la variation moins 575. Vous aurez une nouvelle fonction qui s'écrit t égale 0,1y moins 325. C'est la nouvelle fonction donc des recettes fiscales qui correspond à l'équilibre de plein emploi. Voilà. Maintenant donc on va essayer donc d'aborder ensemble l'exercice numéro 5, soit une économie donc ce qui se caractérise par les données macroéconomiques suivantes. Donc les consommations s'écrit 0,5 YT plus 2, les transferts s'élèvent à 2, I c'est 15, donc les recettes fiscales 0,5 Y plus 12, G c'est 40. Calculons le revenu d'équilibre, donc on a fait tout à l'heure donc le même travail. Il suffit seulement de chiffrer donc la fonction de la demande globale qui s'écrit dans ces situations consommation, investissement et dépenses publiques. La fonction de la consommation en fonction de Y, donc on va essayer donc d'écrire C en fonction de Y et non pas en fonction de YD. D'accord. Donc on sait que le revenu disponible correspond au revenu moins T plus TR, donc remplaçant T par son expression et TR par sa valeur, donc on aura en fin de compte une fonction de la consommation qui s'écrit 0,25Y plus 20. Donc la demande globale s'écrit 0,25Y plus 20 plus I plus G, c'est-à-dire plus 15 plus 40, ça va donner au total donc 0,25Y plus 75. Bon, à l'équilibre Y égale 0,5Y plus 75, ce qui donne en fin de compte donc, un revenu d'équilibre de 100. C'est bon. Donc voilà donc la valeur du revenu d'équilibre pour cette économie-là. Maintenant, on va essayer donc de calculer les valeurs endogènes de son modèle. Donc on dit valeurs endogènes, c'est-à-dire les éléments sur lesquels l'État peut agir dans cette situation, c'est dans la consommation, les recettes fiscales et l'épargne. D'accord. Voilà, donc pour les recettes fiscales, donc vous avez déjà Y qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 100, donc on remplace Y par sa valeur dans la fonction de T, donc 0,5Y plus 12, ça va donner au final de 62. Donc les transferts, donc les recettes fiscales nettes, c'est les recettes fiscales moins les transferts, 62 moins 2, ça va donner 60. Bon, la consommation, voilà, donc faites attention, que ce soit vous allez remplacer dans la fonction, là, il faut éviter un piège, lequel, donc que ce soit vous allez utiliser la fonction de la consommation qu'on a calculée tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction de Y, là vous allez remplacer Y par 100. Ou bien,
si vous voulez travailler avec la fonction de la consommation initiale qui est fonction de YD, là il faut auparavant calculer le revenu disponible. D'accord? Faites attention, il ne faut pas revenir à la fonction de la consommation initiale. D'accord, il faut faire attention que ce soit vous remplacer dans la fonction de la consommation qui est fonction de Y. Là, vous allez remplacer Y par la valeur de qui est. Ou bien vous devez calculer le revenu disponible. Là, vous allez revenir à la fonction de la consommation initiale. D'accord, ça fait partie des pièges qu'il faut éviter. D'accord, dans cette situation, j'ai déjà calculé la fonction de la consommation en fonction de Y, 0,25 Y plus 100, plus 20, pardon. Là, je vais remplacer donc Y, je parle de celui-ci, donc je vais remplacer Y par sa valeur d'équilibre, c'est-à-dire 100, pour trouver la consommation. Si vous désirez donc utiliser la fonction de la consommation initiale, là, la fonction initiale, elle est fonction de Y, non pas Y. Là, vous devez auparavant calculer donc la valeur de revenu disponible et utiliser cette fonction. Donc l'épargne, donc c'est le revenu disponible moins la consommation, c'est le revenu moins les recettes fiscales nettes moins C, 100 moins 60 moins 45, ça va donner moins 5. On a une épargne négative qui correspond à ce qu'on appelle une désépargne. D'accord, donc la situation du budget de l'État dans la situation, donc le budget de l'État, c'est-à-dire le solde budgétaire, c'est écrit recettes fiscales moins les dépenses, donc T moins G, donc 62 moins 40, ça va donner donc plus 22. Donc le solde budgétaire étant excédentaire puisque les recettes fiscales dépassent les dépenses publiques. D'accord, donc la nature de l'équilibre précédent, sachant que le revenu de plein emploi est de 200. Maintenant, il faut revenir à la fonction de la demande qu'on a calculée et vous allez remplacer 200 par sa valeur pour déterminer le niveau de plein emploi, le niveau de la demande de plein emploi. Donc nous avons déjà calculé la fonction de la demande globale, c'est 0,25 Y plus 75. On remplace 200 par sa valeur dans cette fonction-là et on trouve la demande globale de plein emploi correspondante. On trouve bien évidemment 125. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que la demande globale de plein emploi étant égale à 125, elle est inférieure par rapport à l'offre globale de plein emploi qui s'élève à 200. Là, nous avons un écart déflationniste de 75, puisque l'offre globale de plein emploi dépasse la demande globale de plein emploi. Automatiquement, nous avons ici un équilibre de sous-emploi parce que le revenu de plein emploi de 100 est supérieur par rapport au revenu d'équilibre qui est 100. Donc l'État, dans cette situation, doit intervenir à travers une politique de relance pour stimuler l'activité économique. Première situation, l'augmentation de G, l'accent sur G. Bien sûr, on a déjà travaillé sur un exercice similaire, donc on doit utiliser ici le multiplicateur des dépenses publiques. Donc le multiplicateur des dépenses publiques KG, donc 1 sur moins 1 moins C plus CT, donc delta G égale delta Y sur KG, donc application numérique, donc delta Y c'est 200 moins 100 divisé par KG, remplacez donc tous sinon par la valeur, donc vous aurez plus 75. C'est effectivement donc l'écart déflationniste qu'on a calculé auparavant. Donc l'État doit augmenter ses dépenses publiques de 75 afin pour atteindre l'équilibre de plein emploi. Voilà. Maintenant, donc, l'action sur les recettes fiscales, T. Donc, nous avons deux possibilités, que ce soit l'action sur T ou bien l'action sur petit t, le taux marginal d'imposition. Voilà, donc, de la même façon, donc, il faut faire attention, le coefficient, pardon, le multiplicateur des recettes fiscales, c'est écrit moins C, non pas moins T, d'accord? Il faut faire attention. Je m'excuse encore une fois pour cette erreur-là qui a échappé de mon attention. C'est une erreur de frappe, alors que les calculs c'était correct, d'accord? Donc, delta Y divisé par 4T, donc, vous remplacez, vous allez trouver moins 150. C'est-à-dire que les recettes fiscales doivent baisser de 150, bien évidemment, pour atteindre le niveau de plein emploi. Nous avons une nouvelle fonction des recettes fiscales, 0,5 Y plus 12 moins 150. C'est ce qui va donner donc au total T égale 0,5 Y moins 138. D'accord? Là, on a agi sur T0, hein, on a agi sur T0 et on a gardé le taux marginal d'imposition stable, c'est-à-dire 0,5, n'a pas changé. Deuxième possibilité, l'action sur le taux marginal d'imposition, le petit t. Là, donc on va garder T0 constante et on va agir sur le taux marginal d'imposition. D'accord, donc dans cette situation, donc, on va essayer de montrer comment ça se passe. Donc Y égale C plus I plus G. Donc remplaçons C par. Donc là, c'est une démonstration. Puis on va passer à l'application numérique. Donc 7YT plus 0 plus I plus G. Donc remplaçons YD par sa valeur, c'est Y moins T plus TR. Donc c'est facteur Y moins T, Y moins T0 plus TR. D'accord, donc et vous allez donc finalement calculer donc la fonction donc correspondante. Là, vous allez donc simplifier tout ce travail-là. Hein, je vous explique comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va essayer donc de simplifier cette écriture-là. Donc, C facteur. Donc, c'est Y moins C petit t Y moins 7T0 plus 7TR plus C0 plus I plus G.
D'accord? Ce qu'on va faire, on va faire déplacer les éléments qui sont fonction de y vers l'autre côté. C'est-à-dire petit cy moins cty, d'accord? Vers l'autre côté. On va donc factoriser par y facteur 1 moins ct égale tous ces éléments-là. Donc, et on va donc essayer d'écrire donc y en fonction de ces éléments donc en divisant par cette expression-là. Qu'est-ce qu'on remarque là? Ça c'est tout simplement un travail de simplification, hein. Il suffit donc de commencer par chiffrer et écrire donc les éléments qui composent la fonction de la demande globale, et vous allez donc aboutir à cette écriture-là. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons y de plan d'emploi, le revenu de plan d'emploi c'est 200, elle est connue. Donc 1 c'est fixe, donc 0, proportion marginale en fonction de 0,5. Petit s c'est l'élément qu'on cherche, hein, à quantifier, d'accord? Tous ces éléments sont connus, donc le seul élément qui manque c'est petit p, d'accord? Donc vous allez donc simplifier cette écriture là, je ne vais pas vous dire comment, hein, c'est un travail simple de simplification mathématique. Donc petit t dans cette situation, c'est le seul élément qui manque dans cette situation. Nous avons une équation avec un seul inconnu, une seule variable, donc c'est le petit p. Vous allez simplifier ce travail là, vous allez aboutir donc à 0 moins 0,25. Donc la fonction, donc on aura une nouvelle fonction des recettes fiscales qui s'écrit 0 moins 0,25y plus 2. Regardez bien là, P0 n'a pas changé, donc c'est fixe, d'accord? On a agi donc sur le petit p. C'est bon, donc l'augmentation des transferts, on va suivre le même enchaînement, seulement cette fois-ci on va agir sur cet élément là, c'est TR, d'accord? C'est TR et non pas sur P. Donc même travail, donc la même écriture précédente, seulement vous allez déduire la valeur de ce petit TR, d'accord? Donc vous allez donc aboutir finalement à un niveau de transfert qui s'élève à 150. Donc les transferts doivent augmenter de 150 doivent augmenter de 150 puisque la nouvelle valeur de TR c'est 152. Alors on a comme valeur initiale 2. Donc ce qui donne lieu à une augmentation de 150. J'explique comment. Donc la valeur initiale des transferts c'était 2. La nouvelle valeur des transferts c'est 152, ce qui donne lieu à une augmentation de 100. Donc les transferts doivent augmenter de 150 pour atteindre 152 qui correspond à un revenu de plan d'emploi. Voilà donc là j'ai mis ce tableau là afin de vous montrer donc l'action sur les trois variables, l'action sur les dépenses publiques, l'action sur les recettes fiscales et l'action sur le transfert. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc pour atteindre le niveau de plan d'emploi, l'État possède trois possibilités, que ce soit augmenter les dépenses publiques de 75, ou bien baisser les recettes fiscales de 150, ou bien augmenter les transferts de 150. Donc la meilleure possibilité, la meilleure situation dans ce cas-là, c'est la moins coûteuse pour l'État, donc c'est l'augmentation des dépenses publiques. Donc pourquoi? Donc cela s'explique par l'importance, si vous voulez, du multiplicateur de dépenses publiques. Donc en valeur absolue, vous pouvez donc remarquer que le multiplicateur de dépenses publiques c'est 1 moins c'est divisé par 1 moins c plus 7s, c'est qui donne lieu à une valeur de 1,33. Alors que le multiplicateur des recettes fiscales moins c divisé par 1 moins c plus 7 en valeur absolue, c'est seulement 0,66. On remarque bien ici que le multiplicateur des dépenses publiques est presque le double du multiplicateur des recettes fiscales. Ça c'est d'une part. De l'autre part, l'action sur les dépenses publiques agit directement sur le revenu. Par contre, l'action sur les recettes fiscales n'agit que indirectement sur le revenu parce que une partie des recettes ou bien la baisse des recettes fiscales ne provoque pas directement une diminution des revenus disponibles. Ne provoque pas une diminution directe du revenu, mais provoque seulement une diminution des revenus disponibles. Mais on sait bien qu'une partie du revenu disponible n'est pas affectée à la consommation. Une partie de ce revenu-là est affectée à l'épargne, qui est une fuite, qui risque donc de fragiliser et d'affaiblir l'importance de l'action sur la recette fiscale. Donc comme commentaire, donc on peut donc conclure et par conséquent, donc c'est la conclusion qui a été donnée par Keynes, qui suggère surtout une action par les dépenses publiques dans le cadre d'une politique économique de relance. Donc cela s'explique par l'importance du multiplicateur des dépenses publiques d'une part, et deuxièmement par l'existence d'un phénomène de fuite qui risque de fragiliser donc l'impact d'une action par les recettes fiscales sur l'augmentation du revenu.
Donc la mesure la plus efficace dans cette situation est l'augmentation des dépenses publiques G. Donc il faut signaler que ce constat s'explique par le fait que le multiplicateur des dépenses publiques G est plus important que le multiplicateur des recettes fiscales en valeur absolue. Donc je vous ai donné ici donc, une application numérique. Donc le KG c'est 1,33, le KT c'est 0,66. Cela bien sûr s'explique par le phénomène comme j'ai expliqué tout à l'heure par le phénomène des fuites du circuit économique. Bien sûr parce que l'augmentation des dépenses publiques provoque une augmentation directe du revenu global. Par contre, une baisse des recettes fiscales ne permet qu'une diminution des revenus disponibles, dont une partie bien sûr constitue des fuites, ce qui risque de fragiliser donc cette action. Voilà. Donc le dernier exercice là, bien sûr, c'est l'exercice qui a donné à la qui bien sûr qui m'a poussé à refaire cette série, puisque je m'excuse, j'ai eu une petite erreur. Une erreur au lieu de travailler avec une valeur de revenu de plein emploi de 200, une valeur de revenu de plein emploi de 1137,5, j'ai travaillé avec 200. Je m'excuse encore une fois, mes chers étudiants, pour cette petite erreur qui a échappé dans mon attention. Donc c'est pour cela j'ai parlé l'occasion et j'ai de remercier une étudiante qui m'a rappelé, donc qui m'a bien sûr rappelé pour me signaler cette erreur là. Je la remercie encore une fois, et pour cela donc je vous invite à faire la même chose. Donc c'est pour cela j'insiste sur vos réactions. Donc c'est pas grave, donc j'ai refait cette série, donc c'est pas grave, donc on va la faire dans le cadre bien sûr d'un travail de remédiation. C'est pas grave, donc c'est une occasion également pour vous donc de faire un rappel, une révision. Donc soit une économie à 4 secteurs, donc les variables exogènes, les paramètres donc sont comme suit, donc C, T, M, X, G, I, donc classique. Donc c'est un exercice qui comprend également qui comprend 4 secteurs, donc les ménages, les entreprises, l'État et le reste du monde. Voilà, donc essayons de calculer le revenu d'équilibre et quantifier les endogènes. Donc la demande globale dans la situation, c'est la consommation plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus les exportations ou les importations. Donc il faut d'abord déterminer la fonction de la consommation en fonction de Y, comme on a fait tout à l'heure dans l'exercice numéro 5. Donc pour cela, nous allons soustraire donc les dépenses, les recettes fiscales et ajouter les transferts. Les transferts ici c'est 0. Donc nous allons une fonction de la demande globale qui s'écrit 0,36Y plus 600. Maintenant, on peut calculer donc Y d'équilibre, donc Y égale 0,36 Y plus 600. Donc, vous allez avoir finalement un équilibre qui correspond à un revenu qui s'élève à 937,5. Voilà, donc ça, c'est pour l'instant, c'est bon. Donc, le revenu d'équilibre spontané, c'est 935,5. La quantification des variables endogènes de ce modèle-là, bien sûr, les recettes fiscales, c'est simple, ce travail, donc vous allez remplacer Y par sa valeur dans la fonction de T, donc pour trouver donc la valeur correspondante des recettes fiscales, donc de 293,75. Vous avez la fonction, vous allez remplacer Y par sa valeur dans la fonction de M, 0,2Y plus 40, et c'est également, il faut faire attention, faire attention aux recettes fiscales, donc Y moins T, non pas YT. Bien sûr, pour cela, finalement, on va calculer donc l'épargne. L'épargne, c'est le revenu disponible dans la consommation. Le revenu disponible, c'est le revenu moins T. D'accord, donc 937,5 moins la valeur des recettes fiscales qu'on a calculé en 293,75 moins la consommation 615, ça va donner donc une épargne de 28,75. Voilà donc les variables endogènes de ce modèle. Là, c'est l'erreur qu'on a commise. Je m'excuse encore une fois. Donc, quelle est la nature de l'équilibre précédent, sachant que le revenu de plein emploi dépasse le revenu d'équilibre de 200. L'erreur que j'ai commise moi-même, c'est que j'ai travaillé, j'ai pas fait attention en fin de compte. Le travail était correct, mais j'ai travaillé en se basant sur un revenu d'équilibre qui s'élève de plein emploi qui s'élève à 200. Alors que si vous lisez bien cette phrase-là, le revenu de plein emploi dépasse le revenu d'équilibre de 200 monétaire. C'est-à-dire le revenu de plein emploi, c'est le revenu d'équilibre plus 200 et non pas 200. Voilà, donc pour cela 937,5 c'est le revenu d'emploi d'équilibre plus 200, ça va donner donc 1137,5. Seulement c'est la seule erreur qui va tout changer par la suite.
Donc la demande globale c'est 0,36,6Y plus 600. Donc en remplaçant Y par sa valeur de plein emploi pour trouver la demande globale de plein emploi, on aura donc 1009 plus 5. Là, bien sûr, l'offre globale de plein emploi c'est 1137,5 alors que la demande globale c'est 1009 plus 5. Donc il y a un écart déflationniste qui s'élève à 128. Donc bien sûr, il y a un équilibre de sous-emploi qui nécessite une politique de relance. Si vous vous rappelez la première version de cette série-là, on a trouvé un écart inflationniste et une politique de stabilisation. Maintenant, c'est plutôt une politique de relance pour faire face à un écart déflationniste. Donc, je vous invite à refaire cet exercice-là. C'est simple, mais seulement il faut faire attention un peu. Moi, je me suis trompé, j'ai travaillé avec 200, alors que le revenu dans plein emploi, c'est le revenu d'équilibre plus 200. Bon, la baisse, donc, première possibilité, donc, sur laquelle peut agir l'État, c'est la baisse, c'est pas la baisse, mais c'est l'augmentation. On peut vous corriger là, s'il vous plaît, parce que j'ai refait cela, j'ai pas fait attention. Donc là, c'est l'augmentation des dépenses publiques et non pas la baisse des dépenses publiques, d'accord? Corrigez là, s'il vous plaît. Donc, puisque j'ai travaillé sur le support, l'augmentation des dépenses publiques, puisque dans le cadre d'une politique de relance, l'État doit augmenter les dépenses publiques et non pas les faire baisser. Donc, vous allez voir par la suite qu'on va trouver une valeur positive de delta G. Donc, delta y égale kg plus delta G fois delta G, pardon. Donc Kg c'est le multiplicateur des dépenses publiques dans le cadre d'une économie à 4 secteurs, c'est 1 divisé par 1 C plus 7 plus N, puisque nous avons les importations. Delta Y c'est Y de plein emploi moins Y. Donc vous allez remplacer donc et vous allez trouver donc une augmentation de 128. Donc les deux, voilà, c'est positif, ça n'est pas une baisse, mais c'est une augmentation. Donc les dépenses publiques doivent augmenter de 128, ça correspond effectivement donc parfaitement à l'écart déflationniste qu'on a calculé tout à l'heure. Donc les dépenses publiques doivent augmenter, hein, donc c'est correct ici, donc augmenter de 128 pour atteindre l'équilibre de plein emploi. Donc pour corriger s'il vous plaît, c'est pas une baisse, mais c'est une augmentation. C'est bon, donc les dépenses publiques doivent augmenter de 128 pour atteindre le niveau de plein emploi. Là, c'est également la même chose, donc ici c'est une baisse, hein, une baisse des recettes fiscales, donc l'État doit baisser les recettes fiscales pour atteindre le niveau de plein emploi. La même remarque que tout à l'heure, donc le multiplicateur des recettes fiscales s'écrit moins C ici et non pas moins T, d'accord? Donc remplaçons donc delta T c'est delta Y sur 4T, là vous aurez donc en fin de compte donc moins 160. Donc les recettes fiscales donc doivent baisser de 160 pour atteindre le niveau de plein emploi. Donc c'est une baisse bien sûr et non pas une augmentation. Donc la fonction des recettes fiscales donc devient, donc il faut donc recalculer, donc redéterminer par la suite donc la fonction des recettes fiscales. La fonction initiale c'est 0,3y plus 12,5, mais moins la variation moins 160, ce qui donne lieu à une fonction nouvelle des recettes fiscales qui s'écrit 0,3y moins 147,5. Voilà. Maintenant donc comment doivent varier les importations et les exportations pour atteindre le plein emploi. Donc, bien sûr, là, vous corrigez également. Donc, c'est dans le cadre d'une politique de relance, il faut augmenter les exportations et baisser les importations. Donc, augmentation des exportations, le multiplicateur des exportations s'écrit comme suit. Donc, il faut calculer. Donc, voilà, vous allez trouver donc 128. Donc, le multiplicateur des recettes fiscales, le voilà, KX, c'est 1 moins C, 1 divisé par 1 moins C plus 7 plus N. Donc, vous allez calculer donc en remplaçant Y. Delta Y, c'est delta. Et delta Y c'est Y de plein emploi moins Y d'équilibre, 1137,5 moins 935,5, ça va donner donc au total une augmentation de 128. Donc les exportations doivent augmenter de 128 pour atteindre l'équilibre de plein emploi. Maintenant l'action sur les importations, c'est la baisse des importations, je m'excuse, la baisse des importations. Donc pour faire attention, nous avons moins 1 ici, d'accord, moins 1 divisé par moins 1 moins C plus 7 plus N. D'accord, donc le multiplicateur des recettes des importations s'écrit comme suit, moins 1 et non pas moins T. D'accord, et vous aurez en fin de compte une baisse de 128. Donc les importations doivent baisser de 128 pour atteindre le niveau de plein emploi. Bon, donc pour cela, on aura une nouvelle fonction bien sûr des importations, l'ancienne fonction moins la variation 0,2y plus 40 moins 128, ce qui donne lieu à une nouvelle fonction 0,2y moins 88. Bon, quelle est la situation la plus favorable pour l'État? Donc, quel est l'impact sur les équilibres, que ce soit l'équilibre budgétaire et l'équilibre, bien sûr, extérieur. Donc, la première possibilité, la hausse des exportations et la baisse des importations. La hausse des exportations,
donc dans lieu donc un nouveau solde de la balance commerciale. Donc vous savez, on a comme exportation initiale 200 plus la variation 128. On calcule la nouvelle valeur des importations sur la base de la fonction. On remplace Y par sa valeur de plein emploi dans la fonction initiale des importations. Vous allez trouver 267,5. Donc ce qui donne lieu à un solde de balance, de la balance commerciale qui s'élève à 60,5. Donc il s'agit d'un solde de balance commerciale excédentaire. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est la baisse des importations. Comment faire? Donc c'est la valeur initiale. Regardez bien, les deux actions sont indépendantes, c'est-à-dire que ce soit agir sur les exportations ou bien agir sur les importations. Lorsque vous choisissez l'action sur les exportations, vous allez garder les importations fixes, c'est-à-dire vous allez calculer la valeur des importations sur la base du revenu de plein emploi en utilisant la fonction initiale des importations, d'accord? La deuxième possibilité consiste à prendre la valeur initiale des exportations, c'est 200, mais cette fois-ci, il faut donc utiliser la nouvelle fonction des importations en remplaçant Y par sa valeur de plein emploi. Et vous allez trouver donc la même valeur, donc le même solde, 60,5. Il s'agit donc d'un solde de la balance commerciale excédentaire. Maintenant, l'action sur les variables donc, qui font partie dans la politique budgétaire, c'est-à-dire la hausse des dépenses publiques ou bien la baisse des recettes fiscales. Donc l'action sur G, donc on calcule le solde budgétaire, donc T moins G plus delta G. T, donc là on va agir sur les dépenses publiques qui doivent augmenter de 128. Donc on calcule la valeur des recettes fiscales en utilisant la fonction des recettes fiscales initiale et en remplaçant dans cette fonction Y par sa valeur de plein emploi. Là vous avez delta G c'est 128, G initial c'est 250 et vous allez trouver donc un solde budgétaire négatif, déficitaire qui s'élève à moins 24,25. D'accord. Si vous choisissez donc l'action sur les recettes fiscales, vous allez donc faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez donc garder G initial, c'est 250 fixe, et vous allez donc utiliser la nouvelle fonction des recettes fiscales en remplaçant Y par sa valeur de plein emploi. Vous allez trouver donc une valeur de T qui s'élève à 193,75. Là, vous allez trouver donc un solde déficitaire également, mais plus grave encore que le déficit qui correspond à une hausse des dépenses publiques. Donc c'est pour cela, donc l'action la plus favorable pour l'État, c'est l'action sur les dépenses publiques et non pas la baisse des recettes fiscales. On a déjà expliqué cela dans l'exercice numéro 5. Ça s'explique par l'importance du multiplicateur des dépenses publiques d'une part et l'existence des phénomènes de fuite qui font que l'action sur les dépenses publiques soit plus importante que l'action sur les recettes fiscales. Voilà donc grosso modo donc, cette série 4 qui a exigé donc à faire la correction en deux séries. Donc je m'excuse encore une fois parce qu'on a été pressé par le travail, c'est pour cela donc j'ai commis cette erreur là, mais c'est pas grave. Donc on est là pour répondre juste lorsque l'étudiant m'a signalé donc l'erreur. J'ai refait donc intégralement le corrigé que je vous ai déposé sur la plateforme sous forme de PDF. Maintenant je vais donc vous publier le corrigé sous forme d'une capsule vidéo. Donc en attendant vos réactions, il reste encore la série numéro 6, c'est en cours de réalisation, il vous sera publié très prochainement, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.